Oh, tu es là, sur la caméra ce soir. Kala, oui, tu penses à bon. Je pense que tu seras la caméra, mon au fond, il y a un autre laïe, na oloba. Bonjour et bienvenue à votre émission Géopresse. Aujourd'hui, nous allons parler du retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Depuis plusieurs années, la guerre sévit dans cette partie du pays et constitue aujourd'hui un frein pour les développements économiques car plusieurs activités sont paralysées et les échanges commerciaux ne se déroulent plus normalement. Mais que faire pour que la paix revienne dans cette partie du pays et comment imposer la paix pour que l'économie puisse redécoller dans cette partie de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, voilà les différentes questions auxquelles nous allons tenter de trouver des réponses au cours de votre émission Géopresse. Et je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis avec deux journalistes. J'ai Patrick Ilunga, il est journaliste au groupe de presse Géopolis Forum, et Edouard Fond également, journaliste au groupe de presse Géopolis Forum, à qui je dis bonjour. Bonjour Jojo, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour aussi à mon co-débatteur Funda Edouard. Bonjour également à M. Patrick, mais également, aussi à M. Jojo. Bonjour à tous les téléspectateurs de Géopolis qui ont déjà pris l'habitude de suivre Géopresse et qui ont pris les rendez-vous de pouvoir suivre l'actualité décryptée par les journalistes dans ce cadre. Merci, très heureux de vous avoir sur ces plateaux. Démarrons cette émission. Patrick Ilunga, malgré la présence de la MONUSCO, les accords de paix et même la feuille de route de Luanda et de Nairobi, la partie est de la République démocratique du Congo demeure toujours le ventre mou de la rébellion et du terrorisme. Mais quelles peuvent être les causes de la persistance de cette rébellion et du terrorisme ? Moi, je crois que les causes sont à trouver d'abord chez nous-mêmes. C'est vrai qu'on a l'habitude d'accuser le Rwanda. Oui, le Rwanda est responsable de beaucoup de choses aussi ici en RDC. Oui. Mais les causes doivent être trouvées en nous-mêmes, en ce sens que, par exemple, il y a eu cessez-le-feu déjà, mais vous avez appris qu'il y a eu un groupe qui s'appelle le groupe d'autodéfense qui est allé combattre avec le M23. En réalité, ce groupe-là, on peut se réjouir d'avoir des gens qui combattent pour la RDC, oui. Mais le fait qu'ils ne soient pas sous commandement de notre armée et qu'ils s'opposent à notre armée, alors qu'ils sont armés eux-mêmes d'armes de feu, ça pose un problème. C'est-à-dire que l'État n'a pas le total contrôle de qui est armé, qui n'est pas armé, qui est rebelle, qui n'est pas rebelle. Parce que même si ils disent combattre pour le Congo, mais c'est pas à eux que revient la charge de combattre. Et la responsabilité. Il n'y a que l'armée qui peut le faire. Donc je crois que les causes d'abord, c'est vrai que si vous regardez l'extérieur, vous verrez peut-être l'Ouganda, vous verrez peut-être le Rwanda, vous verrez peut-être les multinationales, mais il faut prendre aussi, il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont. Les causes, c'est aussi nous. Parce que lorsque les ennemis arrivent, n'est-ce pas que ces ennemis-là ont leurs complices d'abord chez nous? C'est pas pour rien que Christophe Mbosso avait dit quitter les groupes armés. Il ne s'adressait pas aux Rwandais, il s'adressait aux Congolais. Il a parlé aux députés. Voilà. Et maintenant, il y a un député qui est arrêté d'ailleurs. Qui laisse, on va dire, les ennemis entrer par eux. Voyez-vous? Donc je crois qu'il y a ça, mais il y a aussi il y a une intelligence à trouver par rapport à la guerre de l'Est. Ça fait 30 ans qu'on essaie de trouver la manière forte, mais apparemment ça ne marche pas parce que les gens meurent tous les jours. Même une seule personne de mort aujourd'hui, c'est une mort de trop, n'est-ce pas? Mais on peut choisir de faire la paix à travers une intelligence. C'est-à-dire que on regarde d'abord l'Est. Quelles sont les ressources qui se trouvent à l'Est de la République? On va citer, parce que vous m'avez posé la question des causes. On va peut-être citer deux. On va citer l'or, on va citer le coltan, bien le tantal. Mais citez-moi une seule entreprise qui exploite le coltan.
il n'y en a pas. Les entreprises congolaises. Même étrangères qui viennent exploiter ici légalement le coltan, il n'y en a pas, même pas une seule. Ce sont les gens, les artisanaux, ceux qui peuvent avoir une arme, ceux qui peuvent avoir des pioches, des matériaux un petit peu artisanaux, qui vont là-bas, qui exploitent, et pour protéger leur carré minier, ils se font accompagner par des hommes en armes. C'est l'une des sources de l'insécurité aussi. Mais pourquoi n'est pas... Parce qu'on parle aussi de négociation. Le chef de l'État, je ne sais pas si je vous dévance, mais le chef de l'État a dit qu'il n'y aura pas de négociation. Le chef de l'État l'a dit, mais... On va peut-être y arriver, mais mon idée, c'était que... de relever les chercher les multinationales qui ont intérêt à avoir le coltan, qui ont intérêt à exploiter le coltan, qui viennent implanter des industries là-bas. Vous verrez que le jour où on aura une industrie américaine à Massissi, il n'y aura plus mort d'homme. Il n'y aura plus mort d'homme, mais en vous entendant parler, donc on peut retenir qu'il y a l'incapacité de l'État à pouvoir contrôler les différents territoires. C'est une grande cause, oui. Une grande cause, oui, donc cette faiblesse-là, mais il y a aussi l'attrait aux ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Et dans Funda, est-ce qu'au-delà de ces deux facteurs évoqués par Patrick Ilunga, on peut encore élever d'autres causes qui constitueraient, qui seraient vraiment à la base de la persistance de la rébellion et du terrorisme à l'est de la RDC? Merci Jojo Moulamba pour la parole. J'ai bien entendu Patrick Ilunga évoquer les deux raisons, surtout en commençant par dire que la cause de ces problèmes, c'est nous-mêmes. C'est vraiment très important ce qu'il a dit parce qu'on sent et on voit jusqu'aujourd'hui comment certains sont interpellés alors qu'ils se font passer pour Congolais. Par qui les ennemis peuvent entrer. Oui. Donc nous sommes en partie responsables de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, parce que l'État en soi devrait prendre des mesures, ou bien devrait être en mesure de pouvoir savoir qui est allé où avec une arme en dehors des forces armées de la République. On ne peut pas trouver dans un seul pays d'autres forces d'autodéfense se promener avec des armes dans le territoire national et qui peuvent arriver à mesure de combattre sans l'autorisation de l'État. C'est vrai que nous avons tous le pouvoir de défendre notre pays, mais il faudrait au moins se conformer aux normes. Là, on parle d'un cessez-le-feu, un document ou bien un contrat qui a été signé entre le M23 et le gouvernement congolais. Si les forces armées de la République n'attaquent pas le M23, je parle des forces armées qui sont dirigées par le pays, donc les forces loyalistes qui sont censés défendre le pays arrêtent parce qu'ils doivent respecter l'accord. On ne pouvait pas voir d'autres groupes armés se réveiller. On dirait que dans les groupes d'autodéfense, il y a aussi des gens qui sont utilisés pour venir créer encore le désordre. Parce que là, c'est vrai qu'on arrête, parce que le gouvernement est d'accord qu'on arrête, on laisse les forces, les FARDC ne pas se battre parce qu'on est dans un accord où le cessez-le-feu essaie de s'appliquer petit à petit. Vous, en tant que citoyen, bien que vous deviez défendre, mais les gens qui ne se battent plus, pourquoi vous deviez aller les combattre? C'est-à-dire qu'il y a des gens, même dans des groupes d'autodéfense, qui seraient dans des manœuvres pour chercher à créer de désordre et pour que l'insécurité continue. Donc l'État en soi... ça profite à eux. Ça profite à eux parce que ces gens-là sont infiltrés. Ils ne veulent pas qu'il y ait paix parce que le cessez-le-feu veut automatiquement la paix et on pouvait parler autrement. Donc si on est dans le cessez-le-feu et que vous venez là où l'État a mis la balle à terre, s'il faut utiliser ces termes, vous venez créer le désordre. Ça veut dire que vous avez des gens derrière vous qui n'aiment pas voir cette paix et qui veulent que la paix, le désordre continue pour que ça leur profite. Mais on vous entend parler, j'ai comme l'impression que vous inscrivez ou vous avancez une hypothèse qui rencontre la position du président Macron qui avait déclaré que la RDC a été incapable de garantir sa souveraineté. Oui, c'était bon. Lui, ses propos c'était ses opinions en quelque sorte, mais d'une part, il avait raison parce que la sécurité interne du pays dépend de la population et des autorités de ce pays. On ne pouvait pas, nous, en insécurité, accuser aussi les autres à tout moment. Nous devions être à mesure. C'est remettre en cause, quoi. Oui, comme pays, ayant une population, une défense, toutes les institutions en place qui devraient en principe jouer le rôle de pouvoir sécuriser le territoire national. Le territoire national, nous devions être en mesure aussi de pouvoir sécuriser d'abord nous-mêmes.
Là, il avait en partie raison, mais il devrait revenir, avant de dire tout ça, il devrait revenir d'où vient l'insécurité dans notre pays. D'où vient l'insécurité dans notre pays? Oui, alors Patrick Ilunga, qu'est-ce qui justifie en fait cette incapacité de notre État à pouvoir garantir sa souveraineté, à protéger son territoire? Bon, je crois que l'histoire du Congo, ici nous sommes tous Congolais, on le sait, mais avant de répondre à votre question, permettez-moi bon, on va dire avoir à redire sur ce que Edouard vient de dire tout à l'heure. L'accord, il n'y a pas eu accord entre le FARDC, bien le gouvernement avec les M23. Le cessez-le-feu, là, c'était en 2013. Oui, oui. Le cessez-le-feu, c'est les résultats de pourparlers entre les chefs d'État de la sous-région d'Afrique de l'Est. Voilà. Sans le M23. Sans le M23, avec le patron du M23, entre guillemets. Donc, pour répondre à votre question, pourquoi on n'est pas... La question, c'était encore quoi? Rappelez-moi, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui l'incapacité de notre État à pouvoir garantir sa souveraineté et puis tout son territoire? Oui, je crois que l'histoire de la RDC, on est tous Congolais, on la connaît. Le Congo était un État respecté, craint même dans la région avec l'ancien président Mobutu, jusqu'à ce que Mobutu, bon, on va dire c'est peut-être la maladie, c'est peut-être la mauvaise gestion qui s'était, on va dire, accentuée à un niveau tel que même l'armée commençait à connaître une grande déchéance. Alors, lorsque le président Kabila est arrivé, Laurent Désiré Kabila est arrivé, il s'est fait que soit il a pourchassé les ex-FAS, soit les ex-FAS eux-mêmes ont fui. Il y en a qui sont allés peut-être en exil, il y en a qui ont déserté l'armée. Donc, nous nous sommes retrouvés sans armée en tant que telle. Et le président Kabila, Laurent Désiré, n'a pas duré au pouvoir. Ce qui fait qu'il est parti, il est mort, sans avoir vraiment laissé une armée formée. Mais le président Joseph Kabila a eu le temps de former l'armée. Mais malheureusement, il a trouvé la guerre. Pour mettre fin à la guerre, il fallait faire des accords de paix. C'était la grosse erreur. Bon, apparemment, c'était la seule voie pour trouver la paix à cette époque-là. Incorporer des ex-rebelles dans notre armée. Et qui ne sont même pas de nationalité congolaise. Bon, à l'époque, on a eu des gens qui s'est réclamés congolais comme on en a aujourd'hui. Mais ces gens-là, quand ils allaient ailleurs, par exemple au Rwanda, ils s'est réclamés aussi rwandais. Donc, c'était la grosse erreur d'incorporer des gens qui avaient une double loyauté, ou bien qui étaient bien loyaux à l'ennemi, n'est-ce pas? Donc ces gens-là, quand on les a incorporés, nous pensions avoir formé une grosse armée, on dit c'est la 10e armée de l'Afrique ou du monde, je ne sais plus. D'Afrique, oui. D'Afrique. Donc, nous, on pensait avoir formé une grosse armée, alors que cette armée-là, il y avait des gens qui avaient une double loyauté. Donc, ce qui fait que à chaque moment, nous, on avait un petit peu mal à partir avec le Rwanda. Ces gens-là étaient, en fait, ceux qui trahissaient, qui vendaient les informations, qui allaient renforcer les rangs de l'ennemi. C'est ça qui a amené la faiblesse. Et cette faiblesse-là, regardez même en politique, elle s'est ajoutée, cette faiblesse s'est ajoutée à l'esprit de COP. Vous voyez, même un général, il veut avoir de l'argent dans les mafias, dans les COP. Oui. Je ne dis pas des choses en vain. Il y a plusieurs officiers congolais qui ont été condamnés parce qu'ils ont vendu des armes à l'ennemi, n'est-ce pas? Le président de la République l'a même dénoncé. Voilà, donc je crois que ça, c'est comme les philosophes disent, c'est comme un ver dans un fruit. L'armée, c'est un fruit. Mais les gens qui sont, on va dire, ils nous ont infiltrés en réalité, c'est ça le ver qui nous détruisent. Et ajouter au fait que nous aussi, on aime le gain facile, ce qui fait le COP est dans la politique, et dans l'armée, et dans tout ça. C'est pas un secret. Les hommes politiques, parfois il y a des hommes politiques, des députés, ou je sais pas, qui sont dans l'exécutif aussi, soupçonnés d'avoir entretenu des groupes armés. Donc, c'est des COP qui sont à la fois, qui lient à la fois les hommes politiques et des gens qui prennent l'arme pour se faire de bénéfices faciles. Donc c'est ça notre faiblesse. Et je pense que le président Félix Tshisekedi et toute son administration peuvent être à présent inspirés de ne plus accuser l'autre. Parce que en réalité, ce qui se passe dans le monde, c'est quoi? Les guerres, c'est autour des ressources. Si vous avez des ressources
et que vous n'avez pas les moyens de les protéger. protéger. Mais les gens plus forts viendront prendre, de gré ou de force. De gré, c'est quand ils viendront avec des accords. Ils chercheront à vous duper via des accords, mais ils prendront. Mais de force, c'est quand ils viendront vous imposer une guerre, par exemple. Si vous n'êtes pas fort, un jour, on va chasser des Congolais dans des territoires qui sont riches. Parce que c'est ça, en principe, en relation internationale, les guerres s'expliquent par la convoitise de mettre la main sur certaines ressources. Donc je crois qu'il faut maintenant considérer que c'est normal à partir du moment où nous avons des ressources naturelles avec des grandes valeurs, que les autres nous convoitent. C'est normal en relation internationale, parce que ce n'est pas dans l'église ici. Oui. Donc, ils vont nous faire la guerre, mais c'est à nous maintenant d'être forts et d'être dissuasifs. Alors, pour être fort, il faut maintenant commencer à réformer l'armée. Je crois que c'est ce que le président de la République et tout, le Parlement et toute l'administration a déjà commencé. C'est le travail qui doit se faire sur de longue haleine. Et je crois que sur le long terme, on est peut-être sur la bonne voie, mais il faut continuer. Il faut continuer. La République démocratique du Congo déjà s'est relancée pour que son armée redevienne encore plus forte afin de protéger tout son territoire. Et dans Funda, il y a le président Kagame qui accuse la RDC de soutenir, d'instrumentaliser ou d'utiliser les FDLR et qui devrait aussi mener des attaques contre son pays, le Rwanda. Mais une thèse que la République démocratique du Congo rejette, le président de la République l'a dit même lors de sa conférence de presse avec le président suisse, que le FDLR ne constitue plus une menace pour le Rwanda puisque c'est devenu un groupe résiduel et qui a été neutralisé et puisqu'une autre armée est en train de combattre cela, est en train de les combattre. Mais on a comme l'impression que la thèse du Rwanda tient et la thèse de la République démocratique du Congo ne semble pas tenir. Mais comment comprenez-vous cette situation? On l'a dit tout à l'heure, j'ai entendu Patrick Ilunga évoquer la guerre des ressources. On sent, et en plus, les propos du président Kagame sont des propos de quelqu'un qui se sent coupable, mais qui cherche à se justifier. Parce qu'aujourd'hui, le président Kagame ne peut pas se lever un matin et donner les bilans des gens qui meurent chaque jour dans le Rwanda. Comme peut le faire aujourd'hui la République démocratique du Congo, c'est lever et dire les M23 ont tué autant de personnes en République démocratique du Congo. Lui ne sera pas à mesure de le faire parce que chez lui, les gens ne meurent pas comme ici. Donc c'est comparer, avancer ce genre d'arguments, c'est sentir coupable et chercher des arguments, bien sûr, pour se justifier. Donc c'est quelque chose de ne pas aussi prendre en compte. Mais le fait que sa voix est trop entendue, c'est la question qu'il faut aussi se poser. Est-ce qu'il est seul? Est-ce que les gens qui viennent chercher les ressources de la République ne passent pas par lui? Ou bien ce sont des arguments qui sont mis dans sa bouche pour chercher au moins à atténuer ou bien faire comprendre qu'il est aussi victime pour ne pas se faire coupable pour toujours dans ce qui se passe en RDC. Donc il y a beaucoup de stratégies qui se font. Vous voyez, M. Patrick a parlé ici il n'y a pas longtemps d'un État fort qui était à l'époque le Congo ou bien le Zaïre, oui, mais aujourd'hui qui s'affaiblit grâce à tout ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure là. C'est vrai, mais notre faiblesse d'aujourd'hui ne vient pas à 80% de nous. Ce qui a fait notre faiblesse. En plus, l'infiltration et tout ce qu'il y a eu là, c'est parce qu'il y a eu une main de l'extérieur qui a appuyé tout ce qui s'est fait en République démocratique du Congo. Vous vous souvenez de la question du journaliste l'autre fois au président français sur les appels, les groupes armés. Non, les personnes déposées à l'est de la République. Les réfugiés. Oui. Les réfugiés déposés qui ont été même à l'origine aujourd'hui de la création de tout ce qu'il y a ici à l'est de la République comme insécurité. Vous avez entendu sa réponse qui n'était pas aussi claire et qui a essayé de nous accuser. Vous sentez à chaque fois lorsque la RDC pointe du doigt ceux qui ont sémé la terreur en République, toutes ces personnes-là accusent la RDC de ne pas être à mesure de pouvoir assurer sa sécurité. Alors que la RDC ne peut pas non plus en tant que pays, et surtout que la RDC a signé de nombreux accords de l'extérieur. Pourquoi notre thèse n'arrive pas à tenir? Pourquoi n'arrive pas à être entendue comme il faut? Mais exactement, c'est ça. C'est tout ce que nous avons à l'interne, que les gens ne peuvent pas venir prendre des grés, comme l'a dit M. Patrick. Ils utilisent d'autres moyens pour venir
le prendre. Alors, si pour arriver et que nous ne laissons pas aussi faire, mais eux utilisent beaucoup de force pour avoir ce qu'ils reçoivent là. Alors, eux font semblant de ne pas vouloir écouter ce qu'on dit, parce qu'ils sont eux qui sont aussi à la base de tout ce qui se fait chez nous. C'est très simple, c'est comme un voleur vient voler. Un parent envoie son fils venir voler chez toi et toi tout est plein, le parent ne fera semblant d'écouter ce que tu dis parce qu'en soi, il sait que c'est lui qui envoie l'enfant. Oui. Donc ce qui se passe aujourd'hui avec nous, s'il faut vraiment regarder cette situation avec un bon œil, vous verrez que la force extérieure ou bien la puissance extérieure qui a besoin des ressources qu'on a. Les mains obscures. Les mains obscures, surtout que s'il faut voir des ressources qu'on a aujourd'hui avec l'évolution de la technologie ou bien de l'énergie, vous verrez que les gens chercheront à avoir des matières premières qu'on a, mais ils ne voudront pas aussi, au moment où nous n'avons pas encore au niveau interne consolider ou bien renforcer notre sécurité, ils ne voudront pas aussi venir signer des marchés agri, venir prendre des grés tout ce qu'on a. Ils utiliseront la force et ils passeront par les gens qui sont plus proches de nous. Donc, voilà pourquoi lorsque Kagame parle, le président Kagame plutôt parle, on sent qu'il y a un appui de l'extérieur et les gens demandent aussi à la République démocratique du Congo de pouvoir tenir compte de ce que le Rwanda dit, surtout en ce qui concerne le FDLR qui nous accuse chaque jour alors qu'ils ne sont même pas à la base du désordre dans ce pays. Donc ils considèrent plus leurs alliés par qui ils passent pour venir s'aimer la terre en République démocratique du Congo. Donc nous avons intérêt nous-mêmes d'abord à pouvoir regarder ce qui se passe, ou bien des stratégies, parce qu'au début de votre introduction, vous avez parlé de la MONUSCO. Imaginez-vous que la MONUSCO, qui est l'émanation d'un grand conseil de sécurité qui regroupe au moins toutes les grandes puissances du monde, n'arrive pas à assumer ou bien à assumer la sécurité. On peut parler d'une faiblesse diplomatique dans la politique de la MONUSCO, dans la mission de la MONUSCO. C'est ça. Patrick Ilunga. Bon, moi je crois que apparemment j'aime bien la pensée réaliste des relations internationales qui dit que c'est la force qui fait le droit. Et lorsque on crée la MONUSCO, lorsqu'on crée l'ONU d'abord, sur les cendres de la Société des Nations dans les années 40-45, il y a des hommes politiques, comme par exemple le général de Gaulle qui appelait à l'ONU ce machin. Il ne faut pas tenir compte de ce machin. Pour eux, c'était juste, c'était juste des instruments comme ça entre les mains des puissants pour, on va dire, instrumentaliser tel ou tel sujet, tel ou tel pays. Mais en réalité, si vous avez besoin de la paix, les réalistes disent que vous ne pouvez pas compter sur ces organisations pour vous donner la paix. La preuve, c'est que l'ONU a été créée en 1945, mais depuis, elle a été créée pour empêcher justement, c'était au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, pour empêcher qu'il y ait des guerres totales comme ça. Mais depuis, il y a eu combien de guerres? Donc la MONUSCO, c'est un peu l'ONU en miniature ici, ne peut pas empêcher en quelque sorte la guerre, à mon avis. C'est la force de votre pays. C'est vrai qu'il faut avoir peut-être de la force diplomatique, tout ça, mais la force elle-même, la force militaire c'est elle qui empêche, ne serait-ce que pour dissuader. J'ai toujours posé la question, il y a les États-Unis aujourd'hui, on va dire, il faut le dire ouvertement, la Russie est en guerre aussi contre les États-Unis. Mais pourquoi ils ne sont pas de front? Ils ne se battent pas de front? Parce que de l'autre côté, il y a l'arme nucléaire. De l'autre côté, il y a l'arme nucléaire. Il y a la dissuasion entre les deux. Donc, si nous avons une forte armée, il y aura la dissuasion. Donc, les gens auront peur même de nous attaquer parce que la force de réaction sera fatale. Sera fatale. Mais Patrick Ilunga, est-ce qu'on peut aussi considérer que ce qui se passe avec la MONUSCO, c'est le fait que la mission des Nations Unies n'arrive pas à bien comprendre la réalité politico-sociale de notre société? Non, je crois que la MONUSCO elle-même, elle est limitée. Parce que c'est vrai que nous, on va demander peut-être à moi, à Ilunga, d'aller mourir à l'Est. Je veux dire, oui, c'est la terre de nos ancêtres, n'est-ce pas? Mais pourquoi un Pakistanais doit mourir au Congo? Pourquoi? Un soldat de la MONUSCO qui vient par exemple de l'Inde, je ne sais pas moi, il y a eu même des Ukrainiens. Pourquoi ils doivent mourir au Congo? Entre nous, logiquement. Mais si vous regardez bien, même l'année passée, la MONUSCO a payé le prix fort. Il y a des militaires MONUSCO qui sont morts à l'Est
parce qu'ils faisaient des patrouilles, parce qu'ils ont été attaqués. Donc, on ne peut pas demander à la MONUSCO de faire le travail à notre place. Ouais. D'ailleurs, même l'ancien président, on le savait, il demandait même le départ de la MONUSCO. Alors, ce qui m'étonne, et c'est que je n'arrive pas à déchiffrer, mais pourquoi ces gens-là ne veulent pas partir? C'est ça qui m'étonne en fait. Parce alors que leur mission, ils attendent peut-être. Oui, mais ils étaient là dans un contexte précis. Ils étaient là. À la fin, sans accomplissement. Ça se renouvelle chaque année. Mais ils étaient là dans un contexte précis. Le président Kabila Laurent Désiré n'avait pas d'armée. Mais maintenant que la RDC a une armée, mais partez si vous ne pouvez pas vous battre. D'ailleurs, ils ne peuvent pas terminer la guerre, mais partez, laissez le travail au FARDC. Laissez les travailler, allez-y. Ils n'arriveront pas non plus à le faire parce qu'on a eu la MONUSCO ici, mais c'est l'EAC qui, même le petit cessez-le-feu, on a attendu qu'il y ait des négociations autour de forces régionales pour qu'on ait le petit cessez-le-feu qu'on a aujourd'hui. Alors que la MONUSCO existait depuis longtemps. Mais d'ailleurs, aussi avec l'EAC, on voit que c'est pratiquement la même chose, hein, la même politique avec la MONUSCO. On avait appris que l'EAC devait avoir un mandat offensif, mais arrivé sur terrain, c'est à la défensive qu'elle joue maintenant, Edouard. Alors, si vous me permettez, allez-y, et puis... bon, Edouard, je parlerai après vous. C'est normal. Nous tournons, si vous regardez depuis le début, ce qu'on n'arrive pas à dire clairement, c'est que tout ce qui se passe ici vient de l'extérieur. C'est pourquoi toutes les forces qui provenaient de l'extérieur, si nous n'arrivons pas nous-mêmes à assurer notre sécurité interne, surtout en ce qui concerne la dissuasion, comme l'a dit Patrick Lunga, ou bien en ce qui concerne l'armée de notre pays, rien ne va marcher parce que ces gens-là, non seulement ils n'accepteront pas de venir mourir chez nous, mais ils ont une autre mission cachée. Parce que ils sont plus, même l'ONU en soi est financée plus par toutes ces grandes puissances-là. Mais dites-moi, si des grandes puissances ont besoin de récupérer des matières chez nous, la MONUSCO va empêcher les grandes puissances. Il y aura un mot d'ordre qui sera donné, automatiquement des choses se feront. On a vu comment on a empêché des véhicules, des conteneurs de la MONUSCO de ne pas pouvoir entrer. Vous voyez comment ils ont tiré sur les gens? C'est-à-dire qu'il y a d'autres missions qui sont cachées derrière des missions, des gens qui viennent faire semblant de nous venir en aide. Des missions que nous ignorons. Que nous ignorons certainement, parce qu'ils viennent avec notre... Moi, j'ai toujours regardé, surtout les discours du secrétaire général de l'ONU disant que la MONUSCO n'a pas été à mesure, ou bien n'a pas de moyens de faire face à un mouvement rebelle. S'il faut regarder dans l'ONU, d'où vient la MONUSCO, parce que le Conseil de sécurité, la MONUSCO plutôt est l'émanation du Conseil de sécurité où il y a la Chine, les États-Unis, donc toutes les grandes puissances, même militaires. On va vous dire, ce sont eux qui fabriquent les armes, toutes les grandes puissances là, s'il faut le dire. Mais comment on va vous dire la MONUSCO n'est pas à mesure de faire face à un mouvement rebelle qui achète les armes dans des pays de grandes puissances? Mais, oui, la MONUSCO est aussi... je sais pas moi, dans une sorte d'affairisme. Parfois, on a soupçonné les chars de la MONUSCO de transporter des minéraux. On les a vus venir, entre guillemets, d'un congé d'un pays étranger, de l'Ouganda, entrer avec les fourgons, c'est-à-dire les camions et armes. On ne peut pas aller en congé avec armes quand même et rentrer dans un pays étranger avec armes. Donc, la MONUSCO est aussi un peu dans un jeu un peu flou. On va dire que la MONUSCO, normalement, moi je pense qu'elle est prise entre deux feux. Parce qu'à un moment donné, elle commençait aussi à combattre à côté des FARDC. Mais de l'autre côté, dit non, mais vous êtes censé être une force neutre, pourquoi vous combattez? Et à un moment donné, elle s'est rétractée un petit peu. C'est un jeu trouble auquel on est livré, auquel on est soumis, en tout cas aujourd'hui, nous en tant que RDC. Mais vous avez évoqué l'EAC. C'était une erreur stratégique de penser qu'on pouvait amener les soldats d'Afrique de l'Est combattre le mouvement M23 qu'on présente partout en Afrique de l'Est comme le mouvement Tutsi. On le présente comme ça. Moi, je ne dis pas que c'est ça, parce qu'il y a les Wilingoma qui sont des Congolais. Des Congolais. Mais il y a aussi des Tutsis Congolais. Je voulais dire simplement les Congolais de l'Ouest. Voyez-vous. Donc, le mouvement en majorité Tutsi ne peut pas être combattu par les soldats de l'EAC. Pourquoi? Parce que vous avez, par exemple, le Kenya qui dirige l'EAC, qui dirige la troupe, on va dire, la force régionale de l'EAC. Au Kenya, et même le président Ruto, c'est un nilotique. Pour eux, ils ont
une conviction qu'un Nilotique ne peut pas combattre un Nilotique. Il s'appelle, leur tribu, c'est les Kelenji ou quelque chose comme ça. Vous avez l'Ouganda. L'Ouganda qui a des Ougandais, mais d'origine rwandaise. C'est la génération Kabarebe, la génération Kagame. Il y en a qui sont rentrés au Rwanda, mais il y en a qui ont eu la nationalité ougandaise. Mais au moindre problème entre l'Ouganda et le Rwanda, eux, ils prennent fait et cause pour les Tutsis du Rwanda. Voyez-vous? Donc ces gens-là, si jamais l'EAC ou bien l'armée ougandaise qui est dans l'EAC combat le M23 qui est Tutsi, ça va créer des problèmes en Ouganda aussi. Des gros problèmes. Donc, c'était une erreur de penser que ces gens-là pouvaient venir combattre contre le M23. Non. Sur terrain, on le voit maintenant. Maintenant ils passent maintenant à la défensive. Ils ne peuvent pas combattre parce qu'ils savent que, premièrement, ils me reconnaissent. D'ailleurs, moi, je parle beaucoup avec quelques amis kenyans, ougandais. Ils ont tendance à comprendre facilement les thèses du M23. Ils disent qu'ils ont quand même raison. Mais vous aussi, mais le président Tshisekedi, il aime se battre. Nous, on sait que le président Tshisekedi n'est pas un vat en guerre. Nous, on le sait. Mais pour eux, ils disent, mais il faut négocier avec ces gens. Donc, ils ont tendance à prendre fait et cause pour les M23, les toutes idées-là. Donc, c'est ça. C'est ça le vrai problème. C'est ça vraiment aussi le Donc, problème. la force de l'Est, on ne peut pas attendre de combattre. De combattre. Ça. Mais Edouard Funda, dans la partie Est du pays, donc là, il n'y a pas que dans l'Est, il y a aussi dans le Nord, on compte près de 100 groupes armés. Plus de 100 groupes armés. On peut maîtriser aujourd'hui les M23. Les M23 peut se retirer. Les zones peuvent arrêter la guerre. Mais il y en a encore beaucoup. Mais avec cette situation, est-ce qu'on est vraiment très proche de la paix en République démocratique du Congo? Puisque ces groupes armés ne sont pas encore maîtrisés. Ils continuent, puisqu'on a vu même à Nairobi des négociations entre le gouvernement congolais et des groupes armés. Il y a eu Codeco, FRPI et autres. Il y en a eu une trentaine, je crois. Ils ont signé des accords, ils ont accepté de faire partie du programme de DRC, de démobilisation des armements et réinsertion sociale. Mais ils continuent toujours à massacrer des populations. Je prends le cas du Codeco, qui massacre des populations. Mais est-ce qu'on est vraiment proche de la paix? Moi, je crois qu'affirmer aujourd'hui qu'on est proche de la paix, c'est abuser. Abuser parce que ça se voit, comme vous venez de le dire. Il y en a qui viennent déposer les armes le jour, mais la nuit, ils continuent à massacrer la population. Donc on est encore loin, il y a un travail très solide qu'il faut faire pour essayer un peu de dénicher, identifier d'abord tous les groupes armés, savoir ce qu'ils veulent. Et si on pense que ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas l'obtenir, parce qu'on ne leur donnera pas non plus tout ce qu'ils veulent. Parce qu'il y en a qui veulent parfois les mixages, parfois il y en a qui réclament des postes de responsabilité, alors qu'ils ne sont pas aussi de nationalité congolaise. Il y en a qui se réclament de la nationalité congolaise, mais qui en réalité ne le sont pas. C'est ce qu'on refuse aujourd'hui dans l'armée. Même la position de l'Assemblée nationale a été claire. Aujourd'hui, on ne va pas leur donner ce qu'ils veulent, mais tout ça, nous allons toujours revenir à ce qu'on a dit ici, que nous devions nous-mêmes d'abord au niveau interne, en tant que l'armée de la République, le gouvernement de la République, doter à notre armée de la possibilité de pouvoir traquer tous les petits groupes armés et de pouvoir les neutraliser. Mais comment on va donner à l'armée cette possibilité-là? On voit déjà avec la présence de l'EAC et le retrait du 1-23 et l'EAC qui occupe maintenant les zones conquises autrefois par les 1-23, l'armée congolaise ne peut pas avoir. C'est trop. Non, mais en attendant, vous avez vu qu'avant, notre armée n'avait pas le budget qu'on a aujourd'hui. Donc, ce sont des stratégies, petit à petit, on ne va pas se réveiller un bon matin, on donne tout ce pouvoir, sachant que nous ne sommes pas aussi à mesure de pouvoir avoir tout ce qui pouvait nous aider à pouvoir sécuriser notre pays. Vous avez vu le budget augmenter de M23. Demain, ça sera le salaire qui va augmenter. Le lendemain, on aura des armes lourdes. D'autres fois, il y aura des formations intenses dans nos forces. Et un jour, on va se réveiller un bon matin. Nous avons presque tout ce que nous pouvons avoir. Voilà, nous avons presque tout ce que nous pouvons avoir et on va traquer, chasser. Donc la stratégie, c'est comme ça. On ne va pas se réveiller seulement aujourd'hui parce qu'on a besoin vraiment, en réalité, qu'on ait la paix et aller abusivement en guerre contre les gens qui sont aussi armés parfois de l'extérieur parce que des armes qu'ils utilisent, il y en a qui les ont vues. Il y a même la déclaration
de la société civile qui dit qu'il y a les armes que de nombreux groupes rebelles utilisent sont des armes sophistiquées qui n'arrivent pas à voir même chez nos forces armées. Donc, petit à petit... Mais il y a aussi les représentants du Conseil de sécurité qui ont été ici. Oui. Lorsqu'ils sont retournés à New York, ils ont fait un rapport disant que la plupart des armes qui se retrouvent entre les groupes armés viennent des FRDC. Ils ont dit ça aussi. Ils ont dit ça, donc il y a vraiment un sérieux problème. Mais Patrick Lunga, la guerre à l'est de la République démocratique du Congo est considérée comme un frein à la croissance économique du pays. Mais on sait que notre pays aujourd'hui, quand même, malgré ce qui se passe, affiche vraiment une croissance économique qui est félicitée, hein, même par le Conseil, par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Il y a assez d'efforts qui est fourni. Mais cette croissance ne peut s'accélérer que si la guerre dans la partie est du pays s'arrêtait. La croissance dont on parle, c'est un leurre. En quoi? Ça nous trompe. Pourquoi? Nous, on est dans les grandes villes, on croit que les choses avancent. Mais moi, je pense que la clé d'abord pour trouver la solution, il faut... Vous voyez, l'autre fois, le président Tshisekedi a été signé, les accords avec le président Museveni, c'était en 2021, pour construire des routes. Je crois que c'est une clé importante parce qu'on est avec vous ici. Il y a des endroits, il y a eu des rapports même de la commission spéciale de l'Assemblée nationale qui a dit qu'il y a des endroits où il n'y a pas de soldats. Voyez-vous? Parce que la question que vous avez posée tout à l'heure à Edouard Funda, comment arriver à la paix? Mais les groupes armés, il y en a de plusieurs natures. Il y a des groupes armés qui sont là que pour protéger leur communauté. Alors, vous allez demander à ces gens-là de déposer les armes. Et alors qu'il n'y a pas une garantie de sécurité. Il n'y a pas une garantie de sécurité. Demain, ils vont être la cible d'autres groupes armés, peut-être groupes armés étrangers, les ADF et consorts. Ça, c'est un vrai problème. C'est un grand problème. Mais maintenant, comment placer un général qui vit calmement ici à Kinshasa, le placer dans un petit territoire, un village, par exemple, à l'est, où il n'y a pas de route? Comment il va faire pour communiquer? Comment il va faire pour se déplacer, pour scolariser ses enfants? Donc, commençons à penser autrement. Peut-être construisons des routes. Demain, les magistrats iront là-bas. La question, c'est comment construire ces routes dans des zones de sécurité. Il faut commencer à penser les choses autrement, pas seulement se battre pour finir là. Parce que le tout militaire, c'est-à-dire que amener seulement l'armée, moi je crois que ça ne résout pas vraiment le problème. Mais pourquoi, même ceux qui violent, pourquoi ils refont la même chose? Parce qu'il n'y a pas une justice là-bas. Il y a des endroits où il n'y a pas de tribunaux, il n'y a pas de magistrats. Mais les magistrats qui sont ici en pléthore, ils sont pléthoriques à Kinshasa. Pourquoi ils ne peuvent pas aller là-bas? Parce que là-bas, il n'y a pas la vie. Le côté social, la base économique n'est pas là. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Même la communication, c'est difficile. Mais si on commence à construire les routes, on commence à placer des juridictions là-bas, on commence à placer des magistrats là-bas, l'administration entre, les soldats entrent, peut-être que la donne pourra changer. Les groupes qui se font appeler, peut-être les groupes communautaires qui se protègent entre eux, pourront peut-être déposer les armes. Et je vous informe qu'il y a des groupes qui ont répondu avec toute la volonté de déposer des armes. Ils ont été cantonnés quelque part, mais l'État devait prendre soin d'eux en termes de l'argent, le soin, tout ça. Mais ils ont été laissés à l'abandon jusqu'à ce qu'ils commencent à tomber malades. 2 d'entre eux sont morts et ils reviennent à la vie des hommes armés. Donc, je crois que l'État a une très très grande responsabilité. C'est vrai que la communication qui a été faite par les autorités congolaises, c'était important de dénoncer à haute voix le Rwanda dans toutes les plateformes internationales. Mais après avoir dénoncé, il faut se regarder aussi nous. Quelle est la responsabilité? Parce que ça fait 30 ans qu'on est en train de pleurer nos morts. Mais est-ce qu'il faut continuer simplement avec les stratégies qui ne marchent pas? Ou est-ce qu'il faut penser les choses autrement? Il faut penser les choses autrement. Mais Edouard, comment penser les choses autrement aujourd'hui? Puisque les pays ont besoin de redécoller sur le plan économique. Mais il y a la guerre à l'Est qui constitue un frein pour ces redécollages. Que faut-il faire, d'après vous?
puis on va Voilà. terminer l'émission. C'est vrai qu'il y a la guerre à l'Est, comme l'a dit Patrick Lunga, qui essaie de faire le frein, mais on a une très grande république. On n'a pas aussi que cette partie, parce que personne ne pensait que demain ou bien le lendemain, on peut avoir tout ce qui se passe dans le Kwamount. Le Kwamount était une zone de paix, était une zone où on ne pouvait pas se réveiller un beau matin, on voit des massacres, on voit tout. Il y a Donc, des tueurs invisibles maintenant. là Quoi, où, là où il y a là où il y a la possibilité de construire, là où il y a la possibilité de faire mieux, que l'État commence d'abord à faire, même s'il y a certaines zones qui sont dans l'insécurité. Parce que je m'imagine comment on peut aussi construire dans une zone en insécurité, même ceux qui feront le travail ne voudront pas, au risque de perdre leur vie. Oui. C'est ça le problème, surtout dans la partie... Non, mais l'idée, vous avez la parole, mais l'idée, c'était penser les choses autrement. Voilà, on se bat, on a demandé de l'aide, on a demandé, ça fait 30 ans. Mais est-ce il y a qu'on pas va de- continuer comme ça? Non, nous avons, si vous vous souvenez, on a tourné autour de notre propre sécurité dans cette émission. Il faudrait que nous Notre soyons... propre responsabilité. Notre propre responsabilité plutôt. Nous devons rester responsables dans tous les secteurs de la vie, que ce soit du côté de la sécurité. Pour nous, c'est d'abord nous-mêmes qui devons être responsables avant que les gens nous viennent en aide. Même la MONUSCO, même les forces régionales, avant qu'ils assurent, parce qu'eux viennent en appui. Mais c'est nous qui devons, en principe, nous-mêmes, dès le départ, assurer à 90% la sécurité ou bien rester responsables à 90% de la gestion de notre pays. Donc voilà. Ça, oui, allez-y. oui, ça c'est vrai. Et dans tout ce qui, votre dernière question, s'il faut comment procéder Pour que la paix revienne, afin que l'économie puisse redécoller dans la partie est du pays. Et nous puissions, que les Congolais puissent profiter de ressources naturelles qu'il y a dans cette partie du pays, puisque aujourd'hui on constate que c'est le Rwanda qui en est aujourd'hui les vrais détenteurs. C'est ça. Bon, ça, il faudrait que nous devions, comme l'a dit M. Patrick, repenser autrement, c'est-à-dire mettre en place des stratégies malgré notre insécurité, parce que nous devons nous asseoir nous-mêmes, réfléchir sur comment, malgré l'insécurité, comme je l'ai dit tantôt ici, malgré l'insécurité dans certains coins de la République, mais comment faire aussi même le peu pour que demain, on n'arrête pas tout ce qu'on fait parce qu'il y a insécurité. On ne pouvait pas arrêter de construire parce qu'il y a insécurité dans l'Est de la République. On ne pouvait pas arrêter d'investir. Ne pas tenir les élections parce qu'il y a insécurité. Oui, parce qu'il y a l'insécurité. Bien qu'il y ait l'insécurité, mais nous devions au moins avancer. Petit à petit, on pouvait peut-être le lendemain, après l'insécurité, continuer et atteindre toute la République pour qu'on essaye d'évoluer. Mais sinon, dans le contexte des pays ou bien des territoires en insécurité, il est un peu difficile que l'économie avance parce que demain, les gens ne pourront pas faire les champs. Chaque jour, ils sont en déplacement. Pas des échanges commerciaux. Pas surtout les échanges commerciaux, mais surtout la production au niveau de ces territoires-là n'auront pas lieu. Les gens seront obligés de pouvoir se déplacer à tout moment. Vous savez comment il faut entretenir un champ. On sème aujourd'hui, demain il faut circuler, le lendemain il faut récolter, étaler. Tous ces processus-là ne seront pas atteints parce que les gens sont contraints de se déplacer. Et même la ressource humaine, les gens sont tués. Les gens sont tués, il y a beaucoup de déplacés. Bon, voilà, pour que la paix revienne en République démocratique du Congo, il faut repenser la stratégie, il faut repenser la stratégie diplomatique, il faut repenser la stratégie politique, il faut repenser la stratégie militaire, et cela va permettre à la République démocratique du Congo d'être encore plus stable et de rendre encore son économie plus compétitive. Mesdames et messieurs, voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission Géopresse. Je dis merci aux deux invités, Dorfunda, Patrick Lunga, pour leurs belles analyses, et aussi à vos fidèles téléspectateurs pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. L'information continue dans son site web www.geopolismagazine.net et son compte YouTube Géopolis TV. À la prochaine.